toutes les questions qui ne sont pas une demande d'information sont bienvenues. J'ai une question. Est-ce que l'effort pour s'observer avec le but d'être moins identifié avec les fonctionnements qu'on observe, est-ce que cet effort-là peut vraiment conduire à un progrès et est-ce que ce désir de progrès-là n'est pas nécessairement en rajouter? Si vous voulez atteindre un résultat, éventuellement, il faut faire des efforts. Mais être tranquille n'est pas un résultat. Aucun effort peut vous amener à être tranquille. Si vous voulez acquérir quelque chose, devenir quelque chose, l'effort peut avoir sa place. Mais quand vous pressentez que vous n'êtes pas quelque chose qu'on peut acquérir, et que ce que vous cherchez n'est pas quelque chose que vous pouvez créer artificiellement, mais c'est ce que vous êtes profondément, la notion d'effort va complètement quitter. Parce que la peur quitte. Pour faire un effort, il faut avoir peur de quelque chose. La vie est sans effort. Vous n'avez rien à accomplir dans votre vie. Vous n'avez pas le temps. Peut-être demain, vous ne serez plus là. À quoi vous servent vos efforts? Vous devez vivre comme chaque moment, les derniers moments. Il n'y a pas de temps pour devenir quoi que ce soit, arriver à quoi que ce soit. L'effort vient d'une forme de cathédrale idéologique. Si vous voulez devenir un yogi, si vous voulez devenir un saint homme, si vous voulez devenir un sage, si vous voulez devenir un parachutiste, il faut faire des efforts. Mais si vous pressentez que la vie vous est constamment donnée, et que ce que vous faites constamment est de la refuser, parce que vous voulez devenir quelque chose, être quelque chose, quand vous voyez clairement ce processus, vous verrez, il n'y a plus d'effort possible. L'effort vient de l'idée, vous savez quelque chose, vous savez où vous voulez aller. Mais ça vient de la peur. Tôt ou tard, vous allez voir, il n'y a rien que vous puissiez savoir. Vous ne savez rien, vous pensez des choses, vous avez appris des choses, mais vous ne savez rien, parce qu'on ne peut rien savoir. La vie n'est pas réductible à un savoir, à une pensée. Et si vous êtes sans savoir, les efforts pour aller où? Les efforts sont faits pour être dans une direction. Dans la direction d'autres mémoires, il n'y en a pas d'autres. Dans la direction du passé. Le futur, c'est le passé. Vous ne pouvez pas imaginer autre chose que le passé. La pensée n'est pas créatrice. Donc, quand ces éléments deviennent vivants, vous verrez
l'idée d'effort vous quitte complètement. L'idée d'effort psychologique. Si vous devez soulever un rocher, votre corps fait un effort. Mais ça, ce n'est pas un effort psychologique. C'est un effort fonctionnel. Peut-être pour gagner votre vie, pour tondre le gazon, il faut faire un effort. Mais c'est un effort non pensé, qui est accompli par votre structure corporelle. Mais l'effort psychologique, pour arriver à quelque chose, devenir quelque chose, à un moment donné, il va vous sembler inutile. Pourquoi arriver à quelque chose? La vie est maintenant. Ce n'est pas demain que vous allez vivre. Ce n'est pas demain que vous pouvez être tranquille. C'est que maintenant. Vous verrez, il n'y a pas la place pour faire un effort. Pourquoi dites-vous que le passé et le futur c'est la même chose? C'est-tu parce qu'on n'est pas capable d'imaginer un futur autrement que ce qu'on a connu? Ou bien c'est parce que c'est juste le temps présent qui est important, qui existe vraiment? Votre idée du futur vient du passé. Selon que votre jeunesse a été douce et merveilleuse, ou violente et abusive, votre imaginaire du futur est différent. Le futur est un imaginaire, c'est une hypothèse, qui est créée en fonction du passé de la mémoire. Vous ne pouvez pas imaginer le neuf. Vous pouvez uniquement imaginer en fonction de l'acquis. Donc, le futur, c'est le passé. Il n'y a pas d'autre possibilité. On peut avoir une enfance difficile, puis on croit un futur meilleur ou différent? Bien sûr. La croyance à un futur meilleur résulte d'avoir une enfance difficile. Donc, votre image du futur vient du passé. Si vous avez eu une enfance facile, peut-être vous n'auriez pas besoin d'imaginer un futur facile. Donc, toute image du futur est conditionnée par le passé. Comme la vie n'est pas pensable. À un moment donné, vous arrêtez de chercher à penser la vie. À ce moment-là, il n'y a pas de futur. Parce que quand vous ne pensez pas, il y a présence. Cette présence inclut le futur, inclut le passé. Mais il n'y a ni passé ni futur. Quand vous regardez un enfant, vous voyez son futur. Le futur n'est pas futur, il est marqué maintenant. Quand vous regardez le corps d'un vieillard, vous voyez son passé. Le passé n'est pas passé, vous le voyez maintenant dans son corps. Donc, le passé et le futur sont des conventions mondaines. C'est des concepts qui ont une valeur pour la discussion. Mais c'est un imaginaire. Mais à un moment donné, la pensée du futur vous quitte complètement. Il n'y a aucune pensée sur le futur. Il n'y a aucune pensée psychologique. Vous pouvez prendre une assurance vie. Vous pouvez acheter une maison pour vos petits-enfants. Mais ça, ce n'est pas un futur psychologique. Vous le faites ou vous ne le faites pas, mais vous attendez rien du futur. Peut-être les petits-enfants ne grandiront pas, peut-être la maison brûlera, peut-être... Vous attendez rien du futur. Donc le futur est léger. Le souci du futur, la peur du futur, est quelque chose qui vous devient complètement étranger. Et quand vous ne créez plus de futur, vous allez voir, vous n'avez plus de passé non plus. Parce que le besoin de penser au passé, de s'imaginer, de regarder l'album photo, vient de la peur du futur. C'est quand vous réalisez profondément
vous n'avez aucun futur. Vous ressentez expérimentalement que vous n'avez pas de passé non plus. Vous n'avez pas de passé psychologique. Le corps est que le passé, le psychisme est que le passé, bien sûr. Mais vous n'avez pas de passé. Vous n'avez pas de passé psychologique, de rancœur, de regret, c'est fini, le passé, c'est mort, c'est fini. Je n'ai pas besoin d'avoir un passé. Je n'ai pas besoin d'avoir un futur. Si je comprends ça profondément, vous dites la vie est facile. Mais la personnalité a besoin d'avoir un passé prestigieux ou dramatique, selon sa tendance, et d'imaginer un futur prestigieux ou dramatique, selon sa tendance. Puis à un moment donné, vous ne regardez plus votre carte de visite. Votre carte de visite est blanche. C'est la situation qui crée vos qualifications. Et quand la situation s'élimine, les qualifications s'éliminent également. Vous ne pouvez pas être lâche, ni courageux. Dans certaines situations, le courage vous habite, dans d'autres, c'est la lâcheté. Dans certaines situations, l'intelligence vous habite, dans d'autres, la stupidité. Mais quand vous vous couchez le soir, vous ne vous sentez pas courageux ou lâche, intelligent ou stupide. Vous ne vous sentez tout simplement pas. Il n'y a pas besoin de se sentir. En ce moment-là, la vie s'impose naturellement. Est-ce que ça veut dire que la réelle pratique et la réelle technique, c'est vraiment la vie quotidienne, puis l'accueil de ce qui est? Aussi bien les émotions qui nous traversent, les peurs qu'on peut avoir, les circonstances de la vie. Pratique technique veut toujours dire une intention. Sauf si vous parlez d'un art traditionnel. Dans un art traditionnel, il n'y a pas d'intention, parce qu'il n'y a pas de but. Le maître de thé, qui 2h30 tous les jours au Japon, accomplit la cérémonie du thé, est sans but. Ça ne lui apporte rien, ça ne change rien, mais il a compris qu'il n'y avait rien à accomplir dans la vie. Donc, si la vie l'amène d'être un maître de thé, toute sa vie il fera une cérémonie qui ne sert à rien, parce qu'il a pressenti que le cœur de la vie, c'était justement cette liberté vis-à-vis du faire, qu'il n'y avait rien à accomplir dans la vie. Il n'a pas besoin d'une nouvelle femme, ni de devenir plus riche, ni d'être en meilleure santé, ni de devenir plus fort. Il n'a besoin de rien. Donc il peut se donner totalement à la cérémonie du thé. Ça, c'est le cœur de tout art traditionnel. Que ce soit les arts de combat, que ce soit le tir à l'arc, que ce soit le yoga. Tous les arts traditionnels viennent de cette évidence qu'il n'y a rien à accomplir dans la vie. Alors vous avez tout le temps pour accomplir un art. C'est les gens qui ont un but, qui n'ont pas le temps de pratiquer un art. Mais pour ce qui est de pressentir ou de tranquillité, il n'y a pas de pratique possible, il n'y a pas de technique possible. Mais effectivement, l'émotion, c'est la vie. Dans cette écoute sans intention, quand la peur est là, quand la jalousie est là, quand l'agitation est là, toutes ces émotions deviennent sont votre intimité, on pourrait dire. Mais vous n'êtes pas l'émotion. Vous sentez l'émotion. Quand vous sentez la peur, vous n'avez pas peur. Quand vous sentez l'agitation, vous n'êtes pas agité. Quand vous sentez la tension du corps, vous n'êtes pas tendu. Si je tends le bras, le poing est tendu. Je ne suis pas tendu. Quand le bras est détendu, je ne suis pas détendu. Donc je peux sentir le bras tendu, je ne suis pas tendu. Je peux sentir le bras détendu, je ne suis pas détendu. De la même manière, je peux sentir la peur sans avoir peur. C'est ce qui permet de fonctionner dans certaines situations. Donc, la vie de l'émotion est possible uniquement quand quand l'émotion apparaît dans un espace. C'est pour ça que quand vous allez au théâtre, vous voyez une pièce triste, et quand vous sortez de cette pièce triste, vous êtes heureux, vous êtes tranquille, parce que vous avez vraiment laissé l'émotion de la tristesse vivre en vous, vous avez payé pour ça, donc vous pleurez, vous êtes vraiment triste,
Et en sortant du théâtre, vous dites c'était magnifique. Donc c'est beau la tristesse. Les émotions sont belles, la peur c'est beau. Les enfants de 5 ans jouent à quoi? Ils jouent à se faire peur. La peur c'est beau. Mais ils n'ont pas peur à ce moment-là. Ils sentent la peur. L'instant d'après, ils marchent droit. S'ils avaient vraiment peur, ils ne pourraient pas marcher après. Donc, quand vous laissez une émotion vivre en vous, cette émotion vous ramène à cette profonde tranquillité. Mais généralement, quand je m'approprie l'émotion, quand je dis j'ai peur, je ne peux plus bouger. Quand je dis je suis agité, l'agitation est bloquée, elle ne peut pas se libérer. Quand je dis j'ai peur, la peur ne peut pas quitter. On peut l'atténuer, mais elle ne peut pas quitter. Puis quand vous sentez la peur dans le ventre, dans la gorge, dans la poitrine, dans les clavicules, etc., et vous laissez cette expérience de la peur tactile complètement vivre en vous, tôt ou tard, on peut dire que cette peur va vous quitter. Et ça se fait dans l'instant. La peur, l'émotion est toujours présente. Il n'y a pas de peur du passé. C'est une invention du psychologue. Quand la peur vient, elle est actuelle, elle est dans l'instant. Et c'est dans l'instant qu'elle peut se libérer. Le passé n'existe pas. C'est une convention de style. Est-ce que l'aspiration à réaliser cette vérité essentielle-là que vous décrivez, à saisir que la vie est simplement dans le moment présent, est-ce que c'est différent de l'effort psychologique que vous décriviez tantôt? Est-ce que cette aspiration-là est aussi un effort à comprendre? L'aspiration, c'est un imaginaire. Il n'y a qu'une seule aspiration, c'est d'être tranquille. Pensez être tranquille avec un nouveau mari, donc c'est ça que vous voulez. Pensez être tranquille en vous séparant de votre mari, c'est ça que vous voulez. Pensez être tranquille avec une voiture, pensez être tranquille en devenant bouddhiste, pensez être tranquille en changeant votre alimentation, pensez être tranquille en allant en Inde. Vous ne voulez pas un mari, un amant, vous ne voulez pas aller en Inde, vous voulez être tranquille. Donc par manque de clarté, on pense vouloir quelque chose. L'être humain veut une seule chose, il veut être tranquille. Il projette ça sur la voiture, quand la voiture le ramène à cette évidence qu'il n'est toujours pas tranquille, il veut autre chose, parce qu'il pense que cette fois, ce sera la femme de ses rêves, la voiture de ses rêves, le gourou de ses rêves. Donc l'aspiration à être tranquille est un imaginaire comme un autre. Parce qu'on ne veut que être tranquille. Donc, tous les êtres humains ont la même motivation. Elle est plus ou moins claire. Quand cette aspiration à être tranquille devient claire, elle n'est plus une aspiration. Parce que je ne peux pas aspirer à être tranquille. Je peux uniquement aspirer à un objet, à une situation. Je me rends compte tôt ou tard qu'aucun objet ne contient la tranquillité. Parce que le même objet, X temps plus tard, ne tranquillise plus. Cette constatation va m'amener à pressentir que la tranquillité que j'ai eue avec une femme, avec une voiture, avec un chien, avec une maison, avec un gourou, ne dépendait pas de la situation. Mais la situation arrêtait ma recherche de quelque chose. Et quand je ne cherche plus quelque chose, ce qui reste, c'est la tranquillité. À ce moment-là, je me rends compte que l'aspiration peut être uniquement vers un objet. Parce que la tranquillité n'est pas quelque chose que je peux attraper. C'est la seule chose que je cherche n'est pas attrapable. Quand ce pressentiment devient vivant, il n'y a plus d'aspiration vers la tranquillité, mais il y a une non-aspiration vers les objets. C'est-à-dire que l'objet reste là, le mari reste là, l'amant reste là, le chien reste là, le gourou reste là, le voyage reste là. Mais vous n'allez plus rien demander à ces objets, parce que vous savez que l'objet ne contient pas ce que vous cherchez. Donc vous allez trouver une très grande fonctionnalité dans la vie,
Parce que quand vous ne demandez rien à un mari, à un amant, à un chien, à des enfants, à un gourou, à un voyage, à un tableau, à une maison, ou à votre corps, quand vous ne demandez rien, vous découvrez des relations profondes avec l'environnement. Ces relations sont libres de stimulation psychologique. Il n'y a rien dont vous avez besoin. Et il n'y a rien que vous allez refuser non plus. Vous trouvez une très grande souplesse. Il n'y a plus aucune énergie pour aller vers un objet parce que vous avez compris que ce que vous cherchez n'est pas dans un objet. Donc vous n'allez plus exiger que votre mari vous rende heureuse, que votre gourou vous rende heureux, que votre maison vous rende heureuse, que votre corps vous rende heureux. Vous n'allez plus espérer ceci, vous n'allez plus avoir peur de cela. Parce qu'il n'y a rien qu'on peut vous donner ou vous enlever pour vous rendre heureux. Cette non-fréquentation de l'objet psychologique va amener que toutes les énergies du psychisme, qui sont constamment dans un mouvement vers l'extérieur, ces énergies vont, on va dire, progressivement s'apaiser dans une forme d'écoute multidimensionnelle. Cette écoute est un non-dynamisme. C'est dans ce non-dynamisme qu'éventuellement le pressentiment de ce dont vous parlez peut devenir vivant. Il ne peut jamais devenir vivant dans un dynamisme vers quelque chose. Donc on ne peut pas aller vers la tranquillité. On peut aller que vers un objet. Celui qui peut aller vers la tranquillité vit encore dans une idéologie. Parce que ce qui projette sur la tranquillité, c'est ce qui projetait à 5 ans dans son équipe de football, ce qui projetait à 10 ans sur ses parents, c'est ce qui projetait à 20 ans sur un mariage, ou sur des enfants. C'est une sécurité. Les gens qui cherchent la vérité, qui veulent devenir réalisés, projettent le même bêtisier, la même infantilité là-dedans, que ce qu'ils ont protégé avant sur une nouvelle femme, sur une voiture, ou sur un voyage, ou sur le gourou. On peut dire ça vous quitte. Parce que tout ce que vous pouvez penser sur la tranquillité est uniquement idéologique. Vous avez une idée. Si vous prenez pour un bouddhiste, pour un hindou, pour un athée, pour un chrétien, pour ceci, pour cela, vous avez une idée différente. Vous ne pouvez pas penser à quelque chose sans avoir une idée. Donc quand vous comprenez que ce que vous cherchez n'est pas pensable, à un moment donné, vous n'allez plus entretenir d'idées sur ce qu'on appelle mondainement, ce soit la tranquillité. Et quand vous n'entretenez plus d'idées, à ce moment-là, il n'y a plus de direction d'effort possible. Il y a uniquement une écoute. Dans cette écoute, la vie s'accomplit avec une totale non-stimulation psychologique. Il y a intensité, mais c'est une intensité froide, une intensité claire, qui ne demande rien et qui attend rien. C'est la fin de la recherche directionnelle. Donc celui qui cherche intensément la sagesse ou la tranquillité vit dans un monde idéologique. Il cherche une projection. Il cherche son papa ou sa maman, sécurité. Il a été déçu, sa femme l'a trompé, son chien l'a quitté, il commence à vieillir, le travail le déçoit, le gouvernement encore plus, et finalement, pourquoi pas la spiritualité. On projette là-dedans ce qu'on projetait dans toutes les imaginaires. C'est pas différent. C'est pas comme si on avait le choix. On ne peut pas penser le neuf. Donc, la recherche spirituelle est profondément non spirituelle. Mais la recherche non spirituelle est profondément spirituelle. Parce qu'on ne cherche jamais un objet, même si on croit qu'on cherche un objet. La seule recherche, c'est de la tranquillité. Et à un moment donné, je dois me rendre compte que cette recherche ne peut pas s'actualiser
avec mon monde, avec mon mode de recherche objective. C'est inévitable que je cherche dans une direction objective, que je veuille devenir bouddhiste, que je veuille aller en Inde, que je veuille faire du yoga, que je veuille devenir végétarien ou autre imaginaire. Je suis encore en train de faire pareil. C'est ce que je me racontais sur une voiture, ou sur un homme, ou sur une femme, ou sur changer mon corps, ou sur la santé, ou sur la politique, ou l'écologie, peu importe. À un moment donné, je me rends compte, j'ai déjà fait le tour d'un imaginaire. Donc je vais laisser mourir toute spiritualisation de ma recherche, toute direction pseudo-spirituelle. En ce moment-là, la vie devient simple, ordinaire. C'est la vie ordinaire qui est la plus profonde. C'est dans la relation avec votre enfant, avec votre corps, avec le voisin, avec le jardin, avec le gouvernement, avec la société, que vous allez de plus en plus pressentir cette tranquillité. Mais elle n'est pas dans une recherche spirituelle ou autre. En tout cas, pas de la manière dont on entend en Occident. Quand vous avez parlé tantôt d'émotion, moi j'ai de la difficulté avec la colère qui pour quelque chose de banal, la colère qui peut surgir tout d'un coup, là, puis que je me demande d'où ça vient, puis quoi faire avec ça, là, ça me fait un peu peur de voir la force qu'il peut y avoir dans cette colère-là, qui semble pas être justifiée, là, en quelque part. Je ne sais pas d'où ça vient, puis comment réagir face à ça. Puis la première chose, on pourrait dire, ne cherchez pas une justification, une explication. Vous êtes intelligente, vous avez réfléchi, ça ne vous a servi à rien. Il y a des gens profondément profonds, brillants, qui sont coléreux. L'intelligence ne sert pas. Par contre, ce qui sert, c'est quand la colère est finie. Quelque chose en vous n'est pas fini. Vous avez été en colère cet après-midi, vous avez jeté par la fenêtre ce qu'il fallait, et puis tout d'un coup, vous vous rendez compte, vous avez été en colère. Vous dites, la colère est relativement finie. Vous avez fait votre colère, mais il y a encore en vous le relent de la colère. C'est encore là. Je dirais, donnez-vous tactilement, sensoriellement à ce relent. Et sentez en vous encore la violence, l'ébullition, qui n'est pas au maximum, mais qui est un relent de la colère. Quand vous vous couchez le soir, la colère que vous avez eue cet après-midi, elle est encore présente. Vous la sentez encore corporellement. Je dirais, vous ne couchez pas avec la colère. Vous devez sentir la colère, vraiment vous parler. Pour que la colère vous parle, il faut que vous taisiez. Que vous vous taisiez. Que vous taisiez de savoir. Que vous taisiez d'intention. Que vous taisiez de réflexion, de justification et de critique. On ne vous demande pas d'avoir une opinion sur votre colère, ce n'est pas la peine. On ne vous demande pas de penser, vous ne deviez pas être en colère. Ça, ce n'est pas le propos. Mais sentir corporellement la colère. Vous allez sentir dans la poitrine, dans le ventre, dans la gorge. Il y a encore une lourdeur, une compression, une obscurité, une opacité qui est là. Fermez les yeux, allongez-vous sur votre lit et sentir cette expérience de la colère, sans commentaire. Au début, c'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que vous avez. Partez de là, ressentir, et vous allez voir que la colère, c'est un mouvement, comme toute émotion. C'est pas un endroit dans le corps, c'est un mouvement. Et laissez-vous faire. Vous n'êtes pas en colère, vous sentez la colère. Laissez cette colère vous parler. Et puis vous allez vous endormir. Quelque temps après, vous avez une autre colère. Cette colère s'arrête, vous avez fait ce qu'il fallait faire.
et vous vous rendez compte que vous étiez en colère. À ce moment-là, c'est déjà la fin de la colère. Mais il y a encore en vous cette fébrilité de la colère qui est là. Asseyez-vous sur votre fauteuil et mettez de côté tout ce que vous pouvez penser sur la colère, ça n'intéresse personne, de justifier ou de critiquer, et sentez dans votre corps comment se passe cette colère. Si vous abordez la colère comme ça, on peut vous garantir que vous allez de plus en plus non seulement brûler rapidement les relents de la colère, donc bien dormir après une colère, mais vous allez de plus en plus vite dans la colère vous rendre compte que vous êtes en colère. Mais pas vous rendre compte psychologiquement, pas se dire je suis en colère, j'ai bien raison, je ne devrais pas être en colère, mais sentir la colère vraiment dans le corps. Et vous allez voir, cette prise de conscience tactile va se faire spontanément, et à un moment donné, pendant la colère, vous allez sentir combien le corps est en colère. La colère est toujours là. Ça n'a aucune importance d'être en colère. Mais quand vous allez sentir combien le plexus, la poitrine, la gorge, les épaules sont tendues, vous allez voir naturellement, vous allez quitter l'intérêt de ce que vous dites ou du pot de fleurs que vous écrasez pour vous donner à cette tension corporelle. Vous ne faites rien pour le changer, vous ne faites surtout pas d'exercice pour vous détendre, vous ne faites pas de yoga pour être moins en colère, ça c'est une fuite, vous ne faites rien et vous laissez la colère parler. Et puis vous allez voir plus tard, un jour, quelqu'un va vous dire de nouveau ce qu'il ne faut pas, ou faire ce qu'il ne faut pas. Et vous allez sentir la colère immédiatement corporellement, dans les mâchoires, dans tout le corps. Vous n'allez rien faire contre. Vous allez avoir votre colère. Votre environnement est habitué, il n'y a pas de problème. Mais vous allez sentir très fort cette colère avant qu'elle surgisse vraiment. Elle va surgir, elle sera plus courte. Et pendant qu'elle surgit, vous allez être beaucoup plus sur la tension corporelle que sur l'expression de la colère. Et un peu plus tard, vous verrez, quelqu'un va faire ou dire ce qu'il ne faut pas. Vous allez sentir quelque chose ici, cette tension de la colère qui monte. Vous allez rien faire pour qu'elle ne monte pas, surtout rien faire. Vous savez, la colère va monter. Il y aura une colère légère et cette colère va relativement avorter. Vous n'allez plus avoir besoin d'être trop en colère. Et vous allez encore plus intensément vous asseoir et sentir, comme vous avez senti la colère monter, vous allez sentir la colère descendre. Vous êtes complètement présent. Et un peu plus tard dans votre vie, quelqu'un va faire ou dire ce qu'il ne faut pas. Vous sentez la colère qui monte, vous ne faites rien contre, et vous allez voir, ça va avorter, vous n'êtes plus en colère. Et un peu plus tard dans votre vie, quelqu'un va dire ou faire ce qui ne convient pas. Vous allez sentir quelque chose qui aurait été avant une colère, mais là c'est plus qu'une tension. Et puis ça va lâcher. Et un peu plus tard dans votre vie, quelqu'un va faire ou dire quelque chose. Et 3-4 heures après, vous allez vous dire, mais il y a 2 ans, on m'aurait dit ça, on m'aurait fait ça, j'aurais vraiment été en colère. Mais ça n'a plus rien évoqué. Il faut d'abord commencer après, quand la colère est finie, quand vous avez cassé le pot de fleurs, quand vous en êtes voulu ou quand vous avez défendu telle ou telle opinion. Partez de ce moment après et vous verrez naturellement, vous allez remonter le fil avant et à un moment donné, il n'y aura plus de colère psychologique. Pendant tout ce processus, il n'y a rien à réfléchir, c'est purement sensoriel. Mais il y a une forme d'éclaircissement qui va se faire. Vous allez progressivement, sans l'intellectualiser, vous allez voir que vous n'avez pas besoin d'avoir une opinion sur les choses, sur les gens. Vous allez voir que les gens agissent avec une totale non-liberté. Donc, à un moment donné, vous mettre en colère
contre le printemps, contre l'été, contre l'hiver, contre celui qui est intelligent, contre celui qui est bête, contre celui qui vous aime, contre celui qui vous déteste, va être vraiment impossible. Parce que vous allez devenir à l'écoute de ce qui est là. Mais ça va venir par l'écoute tactile de la colère. Si vous essayez d'être intelligente et de vous dire, voilà, je ne dois plus être en colère à cause de ça, ça ne marchera jamais. Peut-être vous arriverez à plus être en colère de ça, mais aussi en colère d'autre chose. Parce que la colère, elle est en vous. À 3 ans, il y avait déjà cette colère. Donc, vous êtes né parce qu'il y avait cette colère. Non, vous ne soyez pas né. Donc, chercher l'origine de la colère n'a aucune importance. Parce que même si vous arrivez à vous dire, voilà, à 8 ans, il m'est arrivé ça, c'est depuis que j'ai cette colère, c'est pas vrai. Parce qu'il y a des gens à qui il est arrivé la même chose. Ça s'est pas fini comme ça. Vous avez eu cette colère à 8 ans parce qu'il y avait quelque chose avant. Donc, vous pouvez remonter jusqu'à Adam et Ève, si vous voulez, mais il y aura toujours un passé. Dans la recherche du passé, c'est une perte d'énergie. La colère, elle est maintenant. C'est maintenant qu'elle peut se libérer. Mais elle peut se libérer que si vous vous libérez de toute idée de la colère, justification comme critique. Donc, quand la colère est finie, donnez-vous à cette atmosphère, un peu comme vous avez vu un film triste, le film est fini, vous sentez la tristesse, voilà, c'est la même chose. Et puis vous verrez, il n'y a rien à faire. Naturellement, il y a une forme d'intimité tactile qui se fait, et à un moment donné, il n'y aura plus de colère. Il n'y aura plus de colère psychologique. Il y a des situations où la colère est fonctionnelle, est appropriée. Il y a des situations où il faut gronder quelqu'un, gronder un chat, un poisson rouge, un enfant, un mari, le voisin, ou le gouvernement. Mais à ce moment-là, vous allez trouver une fonctionnalité de la colère. C'est une colère qui a, des fois, de froncer les sourcils avec un enfant, est efficace, ça évite autre chose. Donc la colère avec un voisin évite de l'avoir à le menacer. Donc la colère peut éviter les conflits. C'est une manière de s'exprimer comme une autre. Mais ce n'est plus une colère psychologique. La colère que vous avez avec le voisin ferme la porte, la colère est finie. Mais lui, continue à la vivre, lui vous a senti en colère, et donc ça peut avoir une valeur pédagogique. Mais vous ne pourrez plus vous sentir en colère. J'ai une question. Je ne connaissais pas l'approche proposée, sauf que j'ai été interpellé par un petit texte, un extrait d'un texte sur le Tantra que j'ai lu il y a quelques jours. Puis ça rejoignait beaucoup mon expérience. Puis ça allait dans le sens que on décrivait la sexualité entre un homme et une femme de façon ordinaire, c'est-à-dire lorsque l'homme il va avec ses besoins, avec ses pulsions, et la femme est plus dans un mode aussi d'entrer en relation avec un homme pour sa sécurité, pour se sécuriser, versus, par distinction, par opposition, avec une sexualité plus spirituelle, où les gens se rencontrent, où il y a une rencontre, une fusion au niveau du cœur. Et puis, ce texte-là m'a beaucoup touché, parce que ça m'inspirait beaucoup. Et puis avec du recul, quelques jours après, puis présentement, c'est que ce que je vois, ce qui me reste aussi de ça, c'est que je me demande s'il n'y a pas un piège aussi dans la dualité d'opposer les pulsions versus l'amour authentique entre un homme et une femme. Parce que ce que ça me fait vivre, en fait, c'est une espèce de culpabilité par rapport à une partie qui est toujours présente, qui peut être présente, où il y a des pulsions, puis que ça s'est identifié comme quelque chose de pas spirituel, de pas correct, en guillemets.
Et je me demande, ce que j'aimerais vous entendre là-dessus, c'est une façon de comment dépasser cette opposition. La sexualité, c'est une invention des psychologues. Il n'y a pas de sexualité. L'amour, c'est une invention des psychologues. Il n'y a pas d'amour entre un homme et une femme, c'est un imaginaire. L'amour est tout court, c'est pas un amour vers quelqu'un. L'amour vers quelqu'un, c'est pas l'amour, c'est le commerce. Et le commerce équitable, mais c'est du commerce quand même. La sexualité, c'est une expression. Voilà. Comme votre manière de conduire, comme votre manière de traiter votre enfant, comme votre manière de traiter votre jardin, comme votre manière de traiter vos parents, comme votre manière de traiter le gouvernement et le voisin. Si vous avez la conviction que vous avez besoin de quelque chose dans la vie, vous allez exploiter votre environnement pour essayer d'avoir ce quelque chose. La sexualité sera un outil comme toutes vos autres activités. Si vous pressentez profondément que vous avez besoin de rien, qu'il n'y a rien qui vous manque, à ce moment-là, vous allez, dans toutes vos activités, y compris la sexualité, découvrir des moments les mains libres, sans attente, sans demande, sans pensée. Vouloir avoir une sexualité équilibrée, quand on est déséquilibré, est un non-sens. C'est comme demander à quelqu'un de violent d'être non-violent. Ça n'a pas de sens. La personne est violente, c'est sa nature. Une personne ne peut pas être non-violente. Par contre, c'est tout à fait approprié d'explorer tous vos modes de fonctionnement, y compris la sexualité. Vous allez voir que vous n'êtes pas blanc ou noir. Il y a des moments, vous avez une propulsion vers quelque chose, donc vous vous servez d'une femme ou d'un homme ou d'une oie, selon vos goûts, pour arriver à quelque chose. Vous avez d'autres moments, vous êtes beaucoup moins dans l'intention. Il y a une forme de calme en vous, d'intelligence qui est là, et à ce moment-là, vous avez une disponibilité, vous êtes beaucoup moins préhensif, et vous allez pouvoir explorer, évidemment, d'autres niveaux tactiles. Et puis, une situation arrive, et de nouveau, la préhensivité reprend le dessus en vous, et vous allez voir votre sexualité redevient préhensive. Et ça, c'est pas tous les jours, ça peut être dans l'heure, ça peut être dans la minute. Cette partie de la vie doit devenir aussi intime que le reste. Généralement, elle n'est pas intime parce qu'elle est imaginaire. Les gens imaginaires sexuels, comme ils ont un imaginaire sur une voiture, ou sur une équipe de football, qui sont européens, ou sur sur n'importe quoi. Et j'attends tout de cet imaginaire. Donc il y a toujours déception. Donc, je dirais explorer la sexualité. Ne rentrez pas dans les ramassis pseudo-sensuels du tantrisme européanisé, c'est dramatique. Et c'est vraiment ni sensuel, ni sexuel, c'est tout simplement rien. C'est un bêtisier infantile. Mais vous pouvez, dans vos relations sexuelles, oui, vraiment voir, c'est un champ d'exploration. Il n'y a rien à savoir. Il n'y a rien à accomplir, vous ne pouvez pas devenir quelque chose. Et vous pouvez voir que, des fois, par la grâce de la vie, vous vous trouvez dans une relation physique et vous ne demandez rien à votre corps, vous attendez rien, vous exigez rien. Et quand vous attendez rien de vous, vous attendez rien de l'autre. Quand vous attendez rien de l'autre, il y a une totale écoute de l'autre. Quand vous écoutez l'autre, vous n'êtes pas présent, il n'y a que l'autre. À ce moment-là, il y a d'autres possibilités qui vont se présenter. Mais quand vous voulez quelque chose, il est inévitable de se servir de l'autre comme moyen pour arriver à cette chose. Donc vous pouvez être très affectueux, mais ce n'est pas besoin. Être très affectueux n'est pas plus profond qu'être très violent. C'est le même besoin. Il y a des gens qui sont extrêmement affectueux, extrêmement chaleureux, extrêmement doux dans leur sexualité. Pas besoin. Il y en a qui sont très violents,
par besoin, c'est la même chose. La douceur, la tendresse est des fois beaucoup plus pathologique que la violence. Au moins, elle ne prétend pas autre chose. Donc, c'est à vous d'explorer intimement comment ça se passe quand vous voulez quelque chose qui ne se passe pas, comment ça se passe quand l'ami que vous avez finalement préfère le voisin, comment ça se passe quand vous lui dites « mais écoute, pourquoi tu préfères le voisin, je t'aime tellement » et que vous souffrez terriblement qu'elle soit heureuse avec le voisin. Et vous allez voir à ce moment-là que peut-être le mot amour est discutable, parce que quand on aime quelqu'un, on veut que la personne soit heureuse. On ne peut pas souffrir par amour, on souffre que par égotisme, que par volonté. Donc, la sexualité, comme tous les autres domaines de la vie, sont des domaines d'exploration. Vous ne pouvez jamais rien savoir. Le savoir vient de la peur. C'est-à-dire vous êtes toujours dans une totale incertitude. Et c'est ça la richesse d'une relation sexuelle. C'est rien savoir. Pas préméditer. Pas vraiment rien savoir. Vous voyez, la relation se fait à un moment donné malgré vous. Elle n'a pas besoin d'être. Si vous dites, il faut absolument une relation à telle ou telle personne, c'est une relation imaginaire. Comme à une époque, il fallait absolument telle voiture, ou il fallait telle marque de basket ou de jean. Maintenant, il faut absolument cette femme. Peut-être un imaginaire. C'est pas grave. Mais à un moment donné, il va se trouver un moment où vous êtes un moment sans ce besoin. Et là, il y a vraiment exploration. Vous n'allez rien faire pour une relation. Vous n'allez rien faire contre une relation. Vous rencontrez quelqu'un au marché, vous regardez la personne, elle vous regarde, et puis vous faites le marché. Voilà. Mais sur un certain plan, le soir, chez vous, vous ne savez pas quoi, mais il y a quelque chose qui est là en vous. Vous prenez note. Puis qu'un jour après, vous allez chez un poissonnier choisir un très beau poisson, et puis vous revoyez cette personne et vous regardez un peu plus. Vous ne faites rien, il n'y a pas de dynamisme vers quelque chose. Vous rentrez chez vous, il y a quelque chose qui est là. Un jour, vous pouvez échanger un mot, un jour une adresse, etc. Quelque chose peut se faire. Vous ne faites rien. Il n'y a pas de risque. Les gens que vous ne devez pas rencontrer, vous ne les rencontrez pas. Ceux que vous rencontrez, vous ne pouvez pas ne pas les rencontrer. Donc, ce n'est pas la peine de donner tout de suite une carte de visite. Laissez faire la vie. Et puis vous allez voir comment ça se passe. Des fois, vous sentez une relation profonde possible, mais cette personne a déjà un mari, a déjà 3 amants, a déjà d'autres occupations, ou vous-même, et quelque chose ne se fait pas, mais alors ça se fait quand même autrement. Vous sentez qu'il y aurait une possibilité sur un plan physique ou émotionnel d'approfondir quelque chose avec cette personne, mais les situations ne se prêtent pas à ça. Il ne manque vraiment rien. Dans la vie, vous rencontrez plusieurs personnes comme ça. Des fois, elles sont trop âgées, c'est plus l'âge. Des fois, elles sont trop jeunes, c'est pas l'âge. Des fois, elles sont pas libres, c'est comme ça. Mais la possibilité est là. Et vous verrez, peut-être vous vivrez avec quelqu'un avec qui, peut-être l'approfondissement sexuel ira beaucoup moins loin qu'avec ces gens avec qui vous avez peut-être jamais couché. Mais ça, c'est pas le problème. Vivre avec quelqu'un, c'est tout à fait autre chose. Donc, ce qui est important, c'est d'explorer comment tout ça réagit en vous. Pas rentrer dans un savoir idéologique, pas vouloir spiritualiser la sexualité. C'est une chose complètement imaginaire, une forme de peur. Pourquoi avoir peur? La sexualité n'a pas besoin d'être spiritualisée. Elle est spirituelle, comme tout le reste. Il n'y a rien à spiritualiser dans la vie. Si on veut spiritualiser quelque chose, c'est que c'est profane en nous. Donc, vous voyez comment ça marche. Émotionnellement, physiquement, intellectuellement, à tous les niveaux. Mais il n'y a vraiment rien à savoir. Il n'y a pas de
de direction d'exploration. Toute direction est idéologique. La direction vous coupe de la vie. Chaque personne est différente. Et plus que ça, le lendemain, la personne est différente. Donc c'est à vous d'avoir la maturation de, quand vous faites l'amour la deuxième fois, de ne pas répéter quelque chose. Et quand la cinquième fois, quand vous voyez vraiment ça marche, de ne pas automatiquement rentrer dans ce schéma-là. Parce que bien sûr, ça marche. Mais il y aura très vite ennui. Que ce qui marche spontanément ne marche plus quand ça devient un schéma. Donc c'est à vous de, après un rapport sexuel, c'est comme si vous avez fait un exercice de yoga ou vous avez fait un combat d'art martial, vous devez laisser mourir complètement l'expérience, c'est fini. Quand vous avez une amie qui vous quitte, elle ferme la porte, c'est fini. C'est fini. C'est pas fini. Vous le sentez là. Vous devez laisser finir, ça prend du temps. C'est-à-dire, vous ne téléphonez pas à la voisine immédiatement. Laissez d'abord mourir, et ça peut prendre du temps. Des fois c'est quelques minutes, des fois c'est quelques heures, des fois c'est quelques jours. Vous devez laisser finir la relation. C'est comme après avoir bu un très bon vin, vous ne goûtez pas un autre vin. Le vin met un certain temps à se révéler. Là c'est pareil, je dirais en plus bien sûr. Vous devez laisser la relation complètement se finir. Et si le lendemain ou un temps après, vous revoyez cette personne, c'est à vous de développer la maturation de ne pas répéter. C'est-à-dire de ne pas vous sécuriser en disant voilà je sais elle aime ça. Non, prenez des risques. Le but n'est pas qu'on pense que vous soyez un très bon amant. Le but n'est pas qu'on pense que vous soyez très spirituel. Le but n'est pas qu'on pense que vous soyez un homme remarquable. Il n'y a pas de but. Donc, retrouver une exploration comme un enfant qui explore pour la première fois, sans savoir. Et c'est de cet constant renouvellement que seul peut amener un approfondissement pour vous ou pour le partenaire de la sexualité. Il n'y a jamais d'acquis. Ce qui marche un jour ne marche pas le lendemain. Si vous faites de la boxe, c'est pareil. Vous devez... c'est pour ça, après chaque expérience sexuelle, après chaque vin, après chaque combat de boxe, on doit laisser complètement mourir, après chaque concert, vous devez laisser mourir le concert en vous. Le lendemain, il y a une oreille neuve. Si vous écoutez le même concert, c'est un autre concert. Il n'y a pas deux concerts identiques. Donc ça, c'est très important. Est-ce que vous pouvez nous parler de la mort? Tout ce qu'on peut dire sur la mort, c'est un imaginaire. Oui, mais la vie n'est plus là. C'est pas l'imaginaire, non? La vie est finie. Les cadavres ne prouvent pas la mort. Tout ce que vous pouvez penser est idéologique. Selon que vous avez eu des parents protestants, catholiques, bouddhistes, scientifiques, athées, vous allez visualiser la mort d'une telle ou telle manière. Selon que vous avez vu des amis écrasés par un bulldozer, mourir d'un cancer, pendus à une poutre, vous allez avoir un imaginaire de telle ou telle coloration. Vous ne pouvez pas penser autrement que par ces imaginaires. Donc tout ce que vous pouvez penser sur la mort est caduque. C'est des idées de la vie. Donc le point de vue de la vie sur la mort n'a pas d'importance. C'est une idée, c'est inutile. Et vous allez voir à un moment donné, quand vous pressentez l'intensité de la vie, vous ne pouvez pas penser à la mort. La mort c'est une hypothèse. C'est une de convention. Quand vous êtes intime avec un ami, que cet ami meurt, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. Moi, je ne crois pas à la mort. Je n'ai pas d'idée sur la mort, mais je ne vois pas ce que ça peut vouloir dire.
Mes amis qui sont morts sont pas absents, c'est pas une mémoire. La mémoire est morte, bien sûr, c'est fini. Mais les vivants aussi. Les vivants doivent mourir à chaque instant. Mais si vous laissez les vivants mourir, vous allez voir les morts sans pas une réflexion pour vous. Mais c'est la vie qui doit vous donner cet élément. La réflexion sur la mort est une réflexion philosophique. Elle a sa place, mais ça n'amènera à rien. Vous allez toujours mettre en doute ce que vous avez pensé. Et à juste titre. Quoi que vous pensiez, vous direz finalement c'est pas ça. Alors pourquoi passer son temps à penser de plus en plus brillamment sur la mort? Si vous donnez à écouter ce qui est là maintenant, écoutez celui qui se réjouit, écoutez celui qui souffre, écoutez la peur, écoutez la tristesse, écoutez la jalousie, intensément, profondément. Écoutez celui qui meurt à côté de vous, sans savoir, sans psychologie, sans la personne, mais vraiment être là. Il y a une telle intensité, une telle beauté qui va se développer, que cette beauté vous empêche de penser psychologiquement à la mort. Donc je n'ai pas la moindre idée sur la mort, c'est un mot pour moi un mot qui fait peur. C'est un mot, c'est comme le mot cancer, il y a des mots qui sont terribles. Mais en dehors du mot, je ne connais pas. Et tout ce qu'on pourrait connaître est une fausse connaissance. C'est pas la peine de perdre son temps. Pas la peine d'étudier ce que pensent les bouddhistes tibétains, ce que pensent les moines de Ceylan, ce que pensent... À quoi ça sert, ce que pensent? C'est des images. C'est surprenant ce que vous dites quand même, parce que ça veut dire que tous les millions de volumes qui ont été pensés, écrits depuis la nuit des temps, c'est inutile. Est-ce que j'exagère en disant ça? Je sais pas. Il n'y a rien d'inutile. Ben, c'est mais je sais pas, on a beaucoup de philosophes qui ont écrit. Oui, c'est pas inutile, ils en ont eu besoin. S'ils n'avaient pas écrit ça, ils auraient fini à l'hôpital psychiatrique. Donc ils ont... C'est juste utile pour eux. Oui, ils ont développé un savoir sur la mort. Si le prêtre ne croyait pas, il serait à l'hôpital psychiatrique, il a besoin de croire. Si le bouddhiste tibétain ne visualisait pas le bardo, ça, il aurait trop peur, il a besoin de se sécuriser. On respecter ça. Celui qui s'engage dans les parachutistes a une forme de peur, il cherche une sécurisation, il a besoin d'apprendre à se battre, d'apprendre à devenir très fort. Celui qui veut savoir quelque chose sur la mort, c'est la même chose. C'est la peur. La peur n'amène pas la clarté. La religion vient de la peur. Pourquoi être religieux? C'est la peur. Comme les gens qui font les arts martiaux, pourquoi? Parce qu'ils ont peur, si on n'a pas peur. On n'a pas besoin d'apprendre à se battre. Il n'y a que les gens lâches qui veulent savoir se battre. Si on n'a pas peur, on n'a pas besoin de savoir se battre. Il y a peut-être un art martial traditionnel de combat, mais c'est autre chose. Mais en général, celui qui veut apprendre à être fort, c'est qu'il est lâche. Celui qui est courageux n'a pas besoin d'être fort. Parce qu'il n'a pas peur. Donc tout savoir sur la mort, c'est une... Pour moi, c'est une... Oui, c'est une sécurisation idéologique. Et il est respectable. C'est normal qu'un chrétien veuille un prêtre, c'est normal qu'un bouddhiste veuille un lama, c'est normal qu'un... etc. Mais pourquoi faire? Pourquoi vouloir quelque chose? Tout vous quitte à ce moment-là. C'est pour ça qu'il n'y a rien à fabriquer dans la vie, parce que tout ce que vous avez appris, vous n'allez plus vous le rappeler au moment de la mort, que le cerveau ne sera plus en état. Parce que tous vos liens affectifs, la main que vous allez tenir, vous n'allez plus la sentir à un moment donné. Et puis les amis que vous allez voir, peut-être vous n'allez plus pouvoir les voir. Et puis ceux qui vous parlent, vous n'allez plus peut-être les entendre. Et puis, c'est ça qui meurt. C'est le monde qui meurt.
Mais vous, le problème ne se pose pas. Le monde meurt. C'est comme le soir. Mettez votre corps sur le lit, et tout ce que vous avez défendu si intensément toute la journée, vous le laissez mourir. Vous abandonnez votre femme, votre enfant, votre maîtresse, votre argent, votre nom, vos convictions politiques, votre équipe de hockey préférée, le soir, vous l'abandonnez. C'est pour ça que vous dormez bien. Si vous ne l'abandonnez pas, vous ne pouvez pas dormir. Donc tous les soirs, vous mourrez. Tous les soirs, vous laissez le monde mourir. Si vous abordez le sommeil avec cette intimité, avec cette clarté, vous allez voir à un moment donné, la mort ne va plus être un élément de réflexion psychologique. Mais il faut se donner le soir, déposer le monde, déposer le corps, déposer ce que vous n'êtes pas, déposer l'émotion, déposer la pensée. C'est tout ça qui se meurt. Et parce que ça se meurt le matin, il y a un corps nouveau, il y a une pensée nouvelle, il y a un enfant nouveau, il y a une femme nouvelle, il y a une maison nouvelle, il y a un corps nouveau. Vous ne reconnaissez pas. Si vous reconnaissez, c'est que vous n'avez pas laissé mourir. Si vous connaissez votre femme, c'est que vous ne la regardez pas. Vous ne la regardez plus, vous la connaissez. Dans le soir, vous devez laisser impérativement votre femme mourir pour le matin, avec émerveillement, découvrir ce qui est là. Tout a changé. Mais la personne ne supporte pas le changement. Il veut connaître. Ma femme est comme ça. Donc on la reconnaît le matin. C'est pour ça qu'à un moment donné, les gens s'ennuient. Parce que les femmes ont assez d'être vues comme un objet, comme un pot qui est toujours le même. Si vous laissez le monde mourir régulièrement, vous verrez la pensée de la mort la plus présentée. Moi, je vous écoutais parler, puis ça me fait grandir. Moi, ce que je veux savoir, Eric, est-ce que l'intelligence dans l'adulté, il y a toujours un domaine pour ça? Ce qui est important, c'est l'émotion. Ce qui est important quand vous êtes dans une situation, c'est l'émotion que vous sentez. L'intelligence vient après, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le cœur. Quand vous écoutez de la musique, ce qui est important, c'est l'émotion. Il n'y a pas grand-chose à penser sur la musique. Quand vous regardez un très bel arbre, il y a une émotion, une joie de voir l'arbre. C'est cette émotion qui est importante. Il n'y a pas grand-chose à penser sur les arbres. Quand vous êtes avec vos parents, vous avez une émotion, un amour qui est là, mais il n'y a pas grand-chose à penser sur ses parents. Donc ce qui est vraiment important, c'est l'émotion. Donc de plus en plus, se donner à l'émotion de la vie. Des fois, la pensée suit l'émotion. Donc vous allez aussi penser des choses sur vos parents, sur les arbres ou sur la musique. Mais ça, c'est presque en plus. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'émotion. Et au plus l'émotion va être forte, au moins le besoin de penser avec des mots va se faire. Et au plus, il y a une espèce de ressenti. C'est un peu comme quand vous aimez quelqu'un, vous ne pouvez pas vraiment dire pourquoi, mais vous sentez un amour, une affection, avec un chat, avec un arbre, avec quelqu'un. C'est la même chose. Si vous dites pourquoi j'aime cette personne, vous pouvez devenir très intelligent, mais cette intelligence n'explique rien. Les gens très intelligents sont bêtes. À un moment donné, on n'a pas besoin d'être intelligent. Par contre, de plus en plus, vous laissez vivre les choses par le cœur. Ça, c'est la vraie intelligence. Si des fois la pensée vient, pourquoi pas? Mais la pensée, c'est en plus. Ce qui est important, c'est vraiment l'émotion. Donc quand vous êtes dans une situation, des fois, c'est de fermer les yeux, fermer les oreilles, et sentir ce qui est là. Vous voyez un coucher du soleil, très beau, un nuage très beau, fermez les yeux. Sentez les nuages. C'est ça qui est la manière de vue la plus créative. En fait, comme moi, j'ai jamais vécu une émotion déjà. Là, je vous entendais parler, mon cœur s'est mis à battre, puis là, je me demandais,
C'est à quoi ça? C'est ça qu'il faut écouter. Les paroles, c'est pas important ce qu'on dit. Ouais. Écoutez l'émotion. Quand vous écoutez l'émotion, les paroles vont disparaître. Quand vous sortez d'ici ce soir, vous n'allez pas vous rappeler ce qu'on a dit, et heureusement. Ce qu'on a dit, ça n'a aucune importance. Mais il y a une émotion éventuellement qui va rester là, c'est ça qui est important. Cette émotion va vivre en vous, et cette émotion, vous allez la retrouver dans toutes les circonstances de la vie. Il n'y a pas grand-chose à penser. C'est des gens qui ont peu d'émotions, qui veulent penser, qui veulent savoir. Mais vous avez une capacité profonde d'émotion, vous êtes très sensible. C'est cette sensibilité qui, des fois, va amener la pensée, mais c'est la sensibilité qui est importante.